Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage et le test d'un produit domotique, l'IPX800 V4 de la marque GCE. Alors, déjà une petite aparté pour vous expliquer pourquoi ce produit et dans quel contexte il est utilisé. Personnellement, je dispose d'un IPX800 V3i, donc le modèle précédent, et d'un EcoDevice. Ce sont deux produits domotiques, l'un qui permet de contrôler la consommation de votre logement, l'autre de piloter votre logement, et je dispose de ces produits depuis plus de 2 ans. Et étant donné que je suis très satisfait de ces produits, j'avais contacté la marque GCE pour leur demander si ça leur intéressait que j'évoque les produits, etc. et voir s'il était possible que qu'on me prête ces produits donc pour vous en parler, et ils m'ont gentiment envoyé un IPX V4, voilà, donc j'ai reçu un IPX V4 dans le cadre du test de cette vidéo, et maintenant je vais vous en parler, je vais donc le déballer et vous présenter à quoi il sert. Alors quand même rapidement, quelques mots sur la marque GCE. Donc GCE c'est une marque française qui est basée à Nantes, et ça me fait doublement plaisir, non seulement de vous présenter un produit que j'aime beaucoup, alors le V4 je ne sais pas encore, je m'avance un petit peu, mais en tout cas le V3 je l'apprécie énormément, mais aussi de vous présenter des produits qui sont de conception et de fabrication française, par une petite société donc qui n'est pas finalement pas si loin de chez moi. GCE n'est pas une très grosse marque, donc n'espérez pas avoir ce type de produit dans les mains de tout le monde, disponible sur Amazon, etc. Déjà c'est des produits dont il faut connaître l'existence, c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo. Et le deuxième point, c'est que si vous voulez acheter ce type de produit, vous pouvez les acheter directement chez GCE, et sinon vous avez des partenaires type les boutiques un peu sérieuses en domotique, genre Domadou, etc. Voilà le carton d'emballage de l'IPX800, donc V4. Vous voyez du premier coup d'œil à quoi il sert et comment il fonctionne. Alors, simple à installer, 100% autonome et sans abonnement. Alors sans abonnement parce que c'est un appareil qui est cloudless, c'est-à-dire que vous l'installez chez vous et vous pouvez piloter votre maison directement en vous connectant sur cet appareil. Pas de service cloud à la Netatmo ou à d'autres produits de ce genre. Simple à installer, on va le voir. Alors oui, il est pas très complexe à installer, mais il nécessite quand même des connaissances en câblage électrique, électronique, etc. Donc simple à installer, je vais nuancer rapidement ce propos, et 100% autonome parce qu'effectivement, une fois que vous l'avez branché, vous pouvez lui donner des routines de fonctionnement, et puis évidemment un contrôle depuis internet. Voilà, donc concernant l'emballage, l'autre point que je veux me pointer du doigt et dont je reparle encore, c'est le Made in France, qui est à mon sens très important, surtout sur des sujets comme la high-tech, etc. S'il est possible d'avoir de bons produits français, c'est toujours bien de les essayer et de leur donner une chance. Alors ici je vois que j'ai la version anglaise, donc je vais vous mettre directement la tranche française, et vous voyez directement qu'est-ce qu'il est possible de faire. Alors, l'IPX V4 en lui-même est déjà un produit assez complet, il remplace avantageusement un IPX800 V3, vous pouvez piloter du chauffage, de la lumière, des volets roulants et d'autres appareils de ce type-là, brancher dessus des capteurs pour avoir des ouvertures, des remontées de température, d'humidité, voilà, un tas de choses de ce type-là. Mais si ça vous suffit pas, vous avez tout un écosystème autour de l'IPX800 V4 qui peut être considéré comme l'épine dorsale du système, et vous pouvez l'enrichir avec des fonctionnalités sans fil. Il y a un module N-Océan qui est disponible, et puis des fonctionnalités de dimmer de lumière, des fonctionnalités de gestion de chauffage plus avancées, etc. Donc c'est tout ce qui est décrit sur cette tranche. Voilà, donc vous voyez ici la version XNO qui est la version N-Océan. Vous pouvez l'interfacer avec des automates IP, donc d'autres box domotiques, d'autres produits domotiques. Par exemple, moi je pilote mes volets roulants par mon Google Home, et c'est l'IPX qui actionne les volets roulants. Vous avez maintenant une interface qui est beaucoup plus facile que la version précédente. Des gestions du temps, donc calendrier, etc. pour planifier des choses. Accessible sur smartphone et sur PC, tablette, etc. puisqu'il a une interface web. Contrôle du chauffage, de l'arrosage, des volets roulants, donc tout ça j'en ai déjà parlé. Et des sorties relais, qui vous permet donc de piloter ces appareils-là. Voilà, donc je pense que j'ai parlé d'à peu près tout ce qu'il faut concernant le carton. Donc on va l'ouvrir et je vous montre en quoi ça consiste. Voilà, donc le carton qui ressemble maintenant à nouveau à l'IPX V3. Dedans, vous avez le guide d'installation, sous une forme d'une seule feuille. Il y a évidemment une version que vous pouvez télécharger, PDF, qui est beaucoup plus complète que ce guide d'installation rapide. Et puis, eh bien, le produit en lui-même. Alors, si vous vous demandez pourquoi cette forme bizarroïde, normalement, les gens qui ont l'habitude vont tout de suite reconnaître, mais c'est un produit qui se fixe sur rail DIN. Donc un rail DIN, c'est un rail de tableau domotique, donc les rails métalliques sur lesquels vous venez clipser
vos appareillages électriques. Je pense aux disjoncteurs, aux télérupteurs, etc. Donc personnellement, pour vous montrer l'installation, on se rendra dans mon sous-sol, dans lequel j'ai déjà l'IPX-V3, donc je vais l'échanger contre le V4, et j'ai un tableau électrique dédié à mon installation domotique. Donc voilà, ce produit-là va venir remplacer. C'est pour ça que je vous dis que, dans le contexte du simple à installer, vous voyez bien que, oui, même si je vais vous prouver que c'est pas très compliqué à installer comme type de produit, non, ce produit-là, par exemple, c'est pas une box que vous allez poser dans votre séjour et elle est prête à l'usage parce qu'elle est sans fil, etc. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ça fait aussi énormément plus de choses. Avant que j'aille installer le produit, je vous montre le manuel. Alors une chose que vous ne pourrez pas reprocher à ce type de manuel par rapport à d'autres produits qu'on peut trouver ça et là, c'est que vous avez un manuel déjà en français, manuel d'utilisation rapide. Alors évidemment, il va vous manquer pas mal de choses, mais vous avez des installations principales à faire, donc en particulier comment le détecter via votre appareil PC ou autre pour pouvoir le mettre à jour ou pour pouvoir le configurer, comment y accéder, et aussi une petite FAQ rapide sur les pannes que vous pouvez obtenir. Une dernière chose dont il faut que je parle avant d'aller donc l'installer, c'est le fait que l'appareil ne se branche pas sur du 220, il lui faut une alimentation. Alors moi je dispose déjà de l'alimentation de l'IPX800, mais c'est un coût à prendre en compte aussi. Donc en plus de ce module IPX800, il vous faudra l'alimentation nécessaire. Alors à savoir aussi que, parce qu'il a une alimentation dédiée, cette alimentation peut être utilisée pour gérer les autres modules, et sa consommation en lui-même est vraiment assez négligeable. Au niveau de la consommation, elle est donnée à 1 watt quand le produit est en veille, en fonctionnement standard, etc. Et si vous avez tous les relais activés, elle est donnée à 3,5 watts, ce qui est ridicule par rapport à la quantité de choses que fait l'appareil. C'est un produit qui est fait pour être connecté en permanence sur votre réseau électrique, et qui va consommer vraiment très peu. Vous voyez ici les relais, donc ces relais permettent de piloter, d'actionner en tout cas, des appareils, donc vous voyez qu'ils sont actionnables sous 10 ampères maximum, et 277 volts, donc c'est compatible avec vos installations 230 volts. Vous pouvez par exemple, grâce à ces relais, moi je pilote à la fois ma porte de garage, et puis par exemple mes volets roulants, donc voilà, chaque relais permet de piloter un appareil. Alors, pour mes volets roulants, par exemple, je suis obligé d'utiliser 2 relais, l'un qui appuie sur le bouton haut, l'autre qui appuie sur le bouton bas. Pour ma porte de garage, c'est un peu plus facile, j'ai juste un relais à brancher. On verra tout ça dans le détail. Vous avez des entrées analogiques. Alors les entrées analogiques, eh bien, ce sont des entrées qui ne sont pas, contrairement aux entrées digitales, du 0 ou du 1. Donc sur une entrée analogique, vous pouvez par exemple brancher des capteurs type capteur d'humidité, capteur de température, puisque vous avez besoin d'avoir une valeur qui va représenter une température, une humidité, une hygrométrie, etc. Les entrées digitales sont des entrées que j'utilise aussi. Donc je vais câbler à la fois les entrées analogiques, puisque j'ai un capteur multifonction, humidité, hygrométrie, enfin voilà. Mais j'utilise aussi les entrées digitales. Les entrées digitales, celles que j'utilise pour les détecteurs d'intrusion, donc porte de garage et compagnie. C'est ceux qui disent porte ouverte ou porte fermée, donc c'est du binaire. En dessous, vous voyez ici la possibilité de brancher un adaptateur secteur, si vous avez un adaptateur secteur compatible. Vous avez ici la prise Ethernet RJ45, alors il me semble que c'est du 100 mégabits. Je crois pas que ce soit du gigabit, mais franchement, par rapport à ce type de produit, de toute façon, l'un ou l'autre ne pose pas de problème. Et vous avez ici le connecteur d'extension, donc c'est marqué ici extension. Donc c'est un bus qui vous permet de rajouter d'autres modules d'extension sur votre IPX800. Vous pouvez aussi, via ces broches-là, connecter électriquement, donc fournir de l'alimentation à vos autres modules. Vous voyez ici bus. Donc ici c'est analogique, ici digital, et puis ici vous avez les relais. Le DC input est là. Voilà, concernant l'arrière du produit, donc je vous ai déjà parlé, c'est un ride-in, donc l'idéal sera que vous le branchiez sur... dans un tableau électrique, c'est quand même le plus propre, donc si vous le branchez dans un tableau électrique, on verra à la fin, mais vous n'avez que ça qui dépasse en façade, avec le petit bouton ici. Mais vous pouvez aussi le brancher, le connecter au mur, si jamais vous n'avez pas de tableau électrique et que vous voulez pas investir dedans. Donc vous avez ici les encoches pour placer les vis avec la distance entre les vis qui a été repérée sur le plastique, ce qui est pas bête, ça évite d'avoir à le documenter ou à l'écrire quelque part dans une documentation. Voilà, le produit est scellé, on le voit ici par la petite étiquette de scellé. Donc c'est pas un produit que vous allez ouvrir ni par l'avant ni par l'arrière, etc. C'est un produit donc que vous devez utiliser tel quel. Voilà, maintenant on va se retrouver donc à mon tableau électrique, et puis je vais vous parler de ce produit,
et de comment il s'installe dans une installation domotique un petit peu complexe, même si la mienne n'est pas la plus complexe qu'on peut trouver. A tout de suite dans le sous-sol. Vous devez commencer à les connaître. À gauche, mon tableau électrique, à droite, mon tableau domotique protégé par un disjoncteur 2 A. Disjoncteur donc qui protège l'alimentation GCE, alimentation qui alimente l'IPX800V3 et l'EcoDevice, donc des produits d'ancienne génération chez GCE. Le tableau domotique est protégé par un disjoncteur sur le tableau électrique et a son propre disjoncteur de 2 A qui protège l'ensemble de l'équipement. Je souhaitais également vous présenter le reste de l'installation, à savoir l'interrupteur volet roulant sur lequel est branché l'IPX800. Ça j'en parlerai peut-être plus tard dans une autre vidéo sur comment j'ai fait exactement. Une prise électrique qui alimente le reste des périphériques. Et sur le switch sont connectés tous les produits dont l'IPX800 en Ethernet. Le Raspberry Pi, il y aura une vidéo prochainement sur l'installation de JDOM sur un Raspberry Pi. Il est équipé d'une clé Z-Wave, donc pour piloter le reste de mes équipements sans fil. Et puis donc le pont Philips Hue, qui lui aussi est connecté en Ethernet et qui me sert à piloter toutes mes lumières de la maison. Il est temps maintenant de passer à l'installation de l'IPX800. Alors, pour ça, je suis obligé d'ouvrir évidemment mon tableau domotique, tableau électrique. Donc, je vous conseille vivement de savoir ce que vous faites quand vous pratiquez ce genre de manipulation, puisque vous avez du 220, vous pouvez vous blesser ou endommager votre installation. Alors moi, pour me mettre en sécurité, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai tout simplement un autre disjoncteur, donc 2 A ici, qui protège l'alimentation GCE, qui est ici l'alimentation 220 vers 12 volts, en moins de 1 A, je crois que c'est l'ancienne génération. Qui sort donc du 12 volts vers l'IPX, et puis l'IPX est donc l'EcoDevice, et puis l'IPX est actuellement branché, donc on voit les entrées analogiques ici à gauche, ici les entrées digitales avec les fils bleus branchés dessus, donc les capteurs d'ouverture par exemple, et sur le haut du produit, on voit actuellement les relais qui sont connectés. Au revoir à l'IPX800V3, et bonjour à la V4, que j'ai plus qu'à installer. Alors, dans mon cas, ça va être assez simple, puisque quasiment tous les branchements sont les mêmes. Donc j'ai juste à fixer l'IPX sur le ride-in, puis venir recabler quasiment l'intégralité des câbles tels qu'ils étaient. On commence par le réseau. J'en profite pour rappeler que l'IPX800V4 est équipé maintenant d'un connecteur réseau de nouvelle génération, donc c'est de l'Ethernet 100 mégabits, ce qui est largement surdimensionné même pour ce type de produit, mais avec des fonctionnalités d'économie d'énergie et de détection automatiquement de câbles plats et de câbles croisés. On s'attaque ensuite au branchement de l'alimentation de l'IPX, alors pour ça il suffit de dévisser les deux borniers, de venir y fixer en respectant évidemment la polarité, donc pour ça évidemment on va utiliser un câblage approprié en rouge et en bleu, les deux connecteurs d'alimentation 12 volts, donc branchement du câble Ethernet que j'avais débranché pour me faciliter la tâche. Et moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre tout de suite sous tension votre IPX, avant même de brancher quoi que ce soit dessus, juste pour vérifier qu'il n'y a pas eu de soucis pendant le transport ou autre, et que vous n'êtes pas face à un produit défectueux qui ne marcherait pas, vous épargnez un petit peu de temps avant le branchement général du produit. Maintenant reste le câblage des relais. Donc je tenais à préciser que sur le relais numéro 1 par exemple, on voit qu'il n'y a que 2 fils à connecter, contrairement à certains relais qui en autorisent 3. C'est tout simplement parce que le canal 1 et le canal 4 sont des relais normalement ouverts. Si vous savez pas ce que c'est, entre normalement ouvert, normalement fermé, etc., c'est pas très important, je vous conseille d'aller consulter la documentation GCE pour bien savoir en quoi ça consiste et si c'est un problème pour vous ou pas. J'ai aussi branché sur la partie analogique ma sonde analogique qui me permet de gérer hygrométrie, température et luminosité. Alors il y a une petite différence de branchement par rapport à la version 3, mais sinon c'est pas non plus très compliqué, il suffit de reporter des fils. Donc voilà la sonde en question. C'est une sonde qui était connectée au plafond. Et enfin, j'ai connecté donc via la borne de masse commune, j'ai connecté les entrées digitales. Donc les entrées sont connectées à la fois en commun donc sur la borne 1 et chaque entrée est connectée sur une des entrées digitales de l'IPX 800. Voilà, donc l'installation de l'IPX 800 V4 est faite. Donc je vous remonte rapidement par rapport à mon installation à moi ce que ça donne. Donc vous voyez en gros que c'est pas très compliqué à partir du moment où vous savez quoi câbler, où câbler et comment le câbler.
Maintenant, ça nécessitera en fonction de vos appareils de vous adapter. J'ai plus qu'à refermer le boîtier du tableau domotique. Et puis, restera maintenant la deuxième partie de l'installation de ce produit, qui est l'installation logicielle. Indifféremment, avant ou après l'installation de votre IPX800, il faudra vous rendre sur le site GCE pour aller télécharger les mises à jour. Moi, je vous conseille de le faire avant, tout simplement pour pouvoir ramener les documentations et autres schémas qui vont être nécessaires pour le câblage de l'IPX. C'est toujours mieux, surtout sur des produits comme ça, de lire un petit peu, même rapidement, la documentation, plutôt que se retrouver coincé au moment du câblage et de faire de grosses bêtises. Alors, au moment où je fais cette vidéo, la version de l'IPX800 V4 est la 400033, mais de toute façon, dans le package sont inclus vraiment toutes les documentations, etc. qui vont avec cette version-là. Donc dans le répertoire en question, vous avez le mode d'emploi et le guide d'installation. Alors le guide d'installation, je crois que c'est le même petit papier que ce que je vous ai montré, ce qui est glissé dans l'emballage, mais imprimé. Donc c'est vraiment basique et sommaire. Vous avez le mode d'emploi qui est complet, qui est un document Word en fait assez complet, qui synthétise vraiment tout. Alors il date de septembre 2015, mais sur le site de GCE, vous avez une page wiki. Alors je ne sais pas si cette page wiki est plus ou moins complète que le document Word, mais en tout cas elle a l'avantage d'être sous la forme électronique, et donc c'est aussi un très bon moyen de récupérer l'intégralité des informations dont vous avez besoin, et en particulier aussi les câblages et des exemples de scénarios que vous pouvez mettre en place. Alors moi je continue sur cette version que l'on peut télécharger, tout simplement parce que dedans, vous allez avoir dans la partie Utility le GCE Scan Device, qui est une petite application Java, qui va vous permettre d'identifier votre IPX800. Étant donné que c'est un fichier jar, c'est donc un fichier qui est exécutable en Java. Ils vous font donc un exécutable, enfin la machine virtuelle Java. Donc actuellement, c'est la version 8, update 151, que vous pouvez télécharger. Ça pèse pas bien lourd, 1,77 MB, ça peut toujours être pratique à avoir quand vous avez besoin d'exécuter certaines choses. Donc vous avez juste à l'installer. On voit maintenant ici que la petite icône Java est ajoutée, je peux double-cliquer et identifier mes appareils. Donc on voit ici que sur mon réseau est identifié l'EcoDevice et est identifié tout simplement l'IPX800. Alors vous pouvez faire plus simple, si jamais vous savez gérer votre réseau d'adressage et que votre box par exemple vous permet de spécifier des adresses IP fixes, vous pouvez tout simplement récupérer cette adresse-là via votre box internet. Cet outil n'est pas seulement utile pour scanner les produits GCE disponibles sur le réseau, il est aussi intéressant pour flasher les différents équipements. Alors je vous conseille de le faire dès réception de l'appareil, et puis ensuite éventuellement si jamais il y a des mises à jour qui sont vraiment intéressantes. Pourquoi ? Parce que ça vous évitera les petits soucis d'incompatibilité qui ont été résolus entre temps, et aussi d'avoir à refaire toute la configuration si jamais vous vous loupez dans les backups et compagnie. Donc moi je vais flasher tout de suite l'appareil dans sa dernière version, c'est pour ça que j'ai ramené la 4033. Alors pour flasher, avant d'appuyer sur ce bouton là, il suffit de copier ces deux fichiers et de les coller à l'endroit où vous avez l'exécutable ici, donc tout simplement à cet endroit là. Donc dans le répertoire firmware, vous collez les deux fichiers, et ensuite vous choisissez bien IPX800 V4 évidemment, et vous cliquez sur flasher. Alors l'étape se déroule en deux temps. Dans un premier temps, donc le petit logiciel en Java envoie le nouveau firmware à l'IPX, et dans un deuxième temps, l'IPX se flash, et il devrait être, on croise les doigts, disponible sous peu. Donc on voit que l'IPX800 n'est plus visible. Là on doit être dans la deuxième partie du flashage, où on met le logiciel met à jour la partie web de l'IPX. Voilà, et là on est normalement dans la dernière étape, il y a un hard reset qui a été fait sur l'IPX, et normalement, l'IPX est maintenant disponible à jour sur cette adresse-là. Donc je me suis rendu à l'adresse indiquée, donc vous voyez que c'est une adresse HTTP non sécurisée, puisque j'ai pas eu besoin d'aller saisir des choses. On voit déjà par rapport à l'IPX800 V3 que l'interface est plus jolie. Par contre, ce qu'il va falloir faire pour commencer, c'est déjà configurer tout ça. Donc je vais aller vers le mode administrateur, qui n'est pas configuré, et je vais aller dans la section paramètres. On voit que l'IPX800 V4 est par défaut en DHCP,
donc avec une adresse allouée dynamiquement par la box, etc. Personnellement, moi je vais fixer l'adresse IP, tout simplement parce que je ne veux pas que, en cas de coupure de courant et en cas d'indisponibilité de ma box internet, ce soit des produits qui cessent de fonctionner, parce que tout simplement ils vont demander à la box internet une adresse IP, et si pour une raison quelconque la box n'est pas disponible ou n'a pas encore booté, etc., ils peuvent se retrouver dans un statut où ils sont bloqués. Même en beau DHCP statique, c'est-à-dire avec des adresses IP fixes à partir d'une adresse MAC, je pense que c'est une mauvaise pratique de faire du DHCP sur des produits comme ça qui de toute façon sont à demeure, ne sont pas amenés à changer, etc. dans le temps. Utilisez le DHCP vraiment pour les produits comme vos tablettes, vos téléphones, pourquoi pas vos ordinateurs éventuellement même, mais pas sur vos produits domotiques. Donc je change ça. Donc maintenant que c'est fait, une petite vérification rapide pour vérifier déjà que la version du firmware est la bonne, et effectivement je suis bien en 4.0.0.33, donc cette mise à jour là a été appliquée, ce qui est plutôt pas mal. On voit que je vais pouvoir faire des mises à jour directement en ligne pour les prochaines fois, des sauvegardes et des restaurations de ma configuration, ce qui peut être pratique, et une configuration des dashboards de l'IPX, donc ça je verrai plus tard. On va déjà regarder l'heure, si l'heure est bonne. Donc la date est bonne, l'heure est bonne, il y a un serveur NTP, enfin un client NTP dans la box, donc ça c'est pratique. On voit ici des entrées analogiques qui sont apparemment mal configurées, donc là il va falloir que je configure tout ça. Donc maintenant il va falloir donc configurer les entrées, les relais, etc. pour que tout fonctionne comme souhaité. Donc là maintenant je vais renommer les sorties, tout simplement parce que ce sera plus pratique pour moi pour m'en rappeler, donc... le relais numéro 1, c'est la porte de garage. Le relais numéro 2, c'est les volets roulants vers le haut. Et le relais numéro 3, c'est les volets roulants vers le bas. Voilà, donc ça me semble bon. Donc il est possible de définir pour les sorties, pour aussi les entrées digitales. Alors pour les entrées digitales, là, il va falloir que j'analyse la situation. Donc l'entrée numéro 2, ça a l'air d'être la porte de garage qui est fermée. Donc l'entrée 1, c'est la porte de garage en mode portillon. Donc je vais régler ça. Garage portillon. Garage ouvert. Et j'ai une des autres entrées qui est tout simplement le tableau électrique fermé. Donc ça a l'air d'être bon. Ensuite, faut que je configure aussi les entrées analogiques. Et là, je vous montre, donc ici, vous avez un virtuel qui est le pilotage des volets roulants, et tout simplement, vous pouvez brancher un relais sur un texte. Donc ici, je suis en train de brancher, tout simplement, sur la descente, le relais qui correspond à la descente, sur la montée, le relais qui correspond à la montée. Il est maintenant temps de conclure concernant l'IPX 800V4, puisque ça fait 1 mois et demi que je l'utilise à mon domicile, et vous dire ce que j'en pense, donc dans les points positifs, dans les points négatifs et dans les pistes d'amélioration possibles. Je me suis fait une petite liste pour essayer de rien oublier. La première étape, ça va être déjà de comparer l'IPX 800V4 avec le V3. Alors moi j'avais le V3i, mais vous dire ce qui est intéressant sur cette version et ce qu'il est un peu moins. Alors, ce qui est évidemment un peu moins intéressant, c'est le prix, puisqu'il est un petit peu plus cher, mais pour un prix pas forcément si significativement plus cher, puisqu'il y a à peu près 60 € d'écart entre les deux modèles, vous avez quand même des fonctionnalités qui sont extrêmement appréciables sur le V4. Alors, je vais en lister 3 essentiellement qui sont des vraies améliorations majeures dans le V4. La première étant l'interface graphique et surtout sa possibilité d'être modifiable par l'utilisateur. Alors, j'ai pas ici des widgets très évolués, mais j'essaierai de vous mettre en capture, ici, là, en ce moment, des exemples possibles. Vous pouvez vraiment paramétrer des widgets avec ce que vous voulez, du genre, par exemple, manipuler vos volets roulants, ou faire une pièce qui est un widget et qui contient température, volet,
allumage des lumières, etc. Donc vous pouvez vraiment customiser l'interface graphique du V4 un peu comme vous voulez, si vous voulez utiliser cette interface graphique là. Ça c'est le premier point qui est vraiment très important. Le deuxième point qui est pour moi le critère pour lequel il faut envisager le V4 par rapport au V3, c'est les scénarios. Les scénarios qui en font vraiment un automate domotique, donc qui lui donne de l'intelligence, ne serait-ce que par la possibilité de programmer ces scénarios-là, alors avec des événements ou avec des planifications horaires, mais aussi de stocker via des variables, etc., de stocker des états pour pouvoir réagir ensuite en fonction d'événements qui se produisent. Un exemple typique de scénario sur lequel le V4 prend tout son sens, eh bien c'est mon scénario de porte de garage avec ouverture portillon, qui fait interagir des capteurs en entrée et des relais en sortie, et qui orchestre tout ça pour donner des fonctionnalités supplémentaires à votre installation. Alors sur ma porte de garage, vous pouvez voir en haut à droite ici un capteur, qui est en fait le capteur de détection de fermeture de porte, et à gauche, le capteur d'ouverture de porte. Alors, je vais déclencher une ouverture en mode portillon, ouverture en mode portillon que je vais vous expliquer dans quelques secondes, mais je vous montre comment ça se passe. Donc vous voyez que le capteur de fermeture est maintenant ouvert, que la porte s'actionne, qu'elle va arriver à la position portillon, que le capteur portillon détecte la position et que le moteur s'arrête. La porte ensuite, je la ferme, donc je réactionne le relais. En réactionnant le relais, à cause du moteur, de la manière dont le moteur fonctionne, la porte repart dans l'autre sens et va s'arrêter en position fermée. Alors vous allez me dire, Guillaume, j'ai rien compris, comment ça marche, et je vais essayer de vous l'expliquer. Alors comment ça marche concrètement, à la fois la configuration que j'ai faite dans l'IPX et ma porte de garage. Alors déjà il faut comprendre comment marche le moteur de ma porte de garage, c'est assez facile, il marche soit avec une télécommande sans fil, et je voulais éviter de passer par la télécommande sans fil, protocole propriétaire, etc., soit via un contact sec. Alors qu'est-ce que c'est qu'un contact sec? Et je vous le fais dans la version la plus simple possible, il faut voir ça comme un interrupteur. Quand l'interrupteur est enclenché, le circuit est fermé, ça donne un ordre au moteur. Et quand l'interrupteur est ouvert, le circuit est ouvert et donc le moteur n'est pas actionné. Qu'est-ce que fait le relais 1 ici de l'IPX 800 V4? Et bien tout ce qu'il fait, c'est fermer ce circuit. Pendant un bref instant, c'est ce que j'avais écrit tout à l'heure, les TA et TB, que vous pouvez trouver dans les sorties relais ici. Donc j'ai configuré TA à 0, TB à 1, ça veut dire qu'il maintient pendant une seconde le circuit fermé, puis il le réouvre. Alors qu'est-ce que ça veut dire au niveau de ma porte de garage? C'est plutôt simple, ça va dépendre de l'état dans lequel elle est. Si elle est à l'arrêt, si le moteur est à l'arrêt et que vous lui envoyez vous lui fermez son circuit, eh bien ça actionne le moteur se met en action. Et puis si le moteur est en action et que vous fermez le circuit, eh bien ça l'arrête. Voilà, donc chaque impulsion, je dirais, change l'état de la porte, soit actionne le moteur, soit arrête le moteur. Quant au sens fermeture ou ouverture de la porte, c'est simple. Si la dernière fois que la porte était actionnée, elle allait en mode ouverture, eh bien la fois suivante, elle va en mode fermeture. Alors je tiens à vous dire tout de suite que c'est une prise de tête pas possible, et que voilà, c'est vraiment le niveau 0, je dirais, d'un moteur, parce que ça m'empêche concrètement d'avoir une commande qui dit ferme la porte et une commande qui dit ouvre la porte. Je pourrais le faire, mais ça fait déployer des mécanismes trop compliqués à mettre en place pour que ce soit vraiment fiable. Donc ça, c'était le relais 1. Donc le relais qui est physiquement branché sur mon moteur de porte de garage. Vous avez ensuite les entrées. Donc vous avez l'entrée 1, on a vu ensemble, l'entrée 1 que l'on retrouve ici, c'est l'information que le garage est fermé, et puis l'entrée 2, c'est l'information que le garage est en position, la porte de garage est en position portillon. En gros, si je schématise, qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir une porte en position portillon? Il faut actionner le relais, et quand la porte arrive au niveau portillon, c'est-à-dire quand cette entrée numéro 2 passe au vert, il faut réactionner le relais pour dire « arrête la porte ». Alors, c'est bien beau, mais on peut pas faire ça dans l'absolu, parce que sinon, à chaque fois que la porte passerait devant l'entrée 2, eh bien le moteur s'arrêterait, et donc je pourrais plus rentrer la voiture, je pourrais juste passer en tant que piéton. Donc, il faut avoir une commande spécifique pour lui dire « ouvre-toi en portillon », et il faut avoir aussi l'information « j'attends de toi que tu t'arrêtes en portillon ». Alors, la commande spécifique, comment je fais ça? Eh bien, c'est simple. Dans les périphériques, j'ai utilisé la notion de sortie virtuelle. Et la sortie virtuelle que j'utilise, c'est porte de garage en mode portillon. Alors une sortie virtuelle, il faut le voir comme un relais virtuel en fait.
Donc c'est comme si vous aviez un relais mais qui est branché sur rien, il est purement virtuel. Il est là pour capturer l'information que vous cliquez sur quelque chose. J'en profite que je suis dans l'interface ici, pour vous montrer qu'il y a quand même quelques petits points négatifs dans l'ergonomie, en particulier ici, je vais revenir en arrière, et vous voyez que la page est un petit peu grande à naviguer. Maintenant que vous avez compris ça, eh bien je vous montre les scénarios, vous allez voir c'est plutôt simple. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors dans la scène 3, j'y ai stocké ma logique concernant la gestion de la porte en portillon. Alors en fait, j'ai deux scènes qui sont nécessaires, une scène qui va déclencher l'ouverture en mode portillon, et une scène qui va gérer l'arrêt en mode portillon. Alors pour déclencher l'ouverture en mode portillon, c'est très simple. J'utilise la sortie virtuelle que j'ai créée, donc la sortie virtuelle qui s'appelle porte garage en mode portillon, donc. Et si cette sortie virtuelle est actionnée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, j'actionne le relais qui est ici porte de garage, donc ça veut dire que je démarre le moteur porte de garage, et je positionne un compteur qui s'appelle stop portillon, je l'actionne et je lui mets la valeur 1. Donc ça veut dire que je sauvegarde l'information que j'attends que le moteur s'arrête en position portillon. Et que se passe-t-il ici dans la deuxième scène, le deuxième scénario? Eh bien je dis, si mon entrée digitale portillon est à on, c'est-à-dire si ma porte de garage est à la position portillon, et opération booléenne, et que mon compteur stop portillon est à la valeur 1, donc si les deux conditions sont réunies, alors, eh bien, je réactionne le relais, porte de garage, donc je stoppe le moteur porte de garage, et je remets le compteur à la valeur 0. Pour dire, c'est fini, je me suis ouvert en position portillon. Alors, pourquoi ce « et » Eh bien, tout simplement, pour dire, même si la porte de garage passe devant l'entrée position portillon, si jamais j'ai pas demandé une ouverture portillon, ce « et » ne va pas être vrai, et donc l'action ne va pas se déclencher. Alors maintenant, on repart en vidéo, je vous remets la même séquence qu'avant, et je vous explique en direct, maintenant que vous avez bien compris les scènes, et bien ce qui se passe. Alors je ne suis pas présentateur sportif, donc il va bien falloir suivre. On a actuellement le compteur portillon, donc en bas sur le diagramme IPX-V4, sur 0, donc on n'a pas demandé d'ouverture portillon. Je vais appuyer sur sortie 1. Sortie 1, ça déclenche donc relais 1, l'ouverture de porte. Donc ça se déclenche, on voit le compteur portillon qui passe à 1, donc il faut s'arrêter en portillon. Et dès que entrée 2 va s'allumer, relais 1 va se déclencher, donc arrêt du moteur, et on repasse en portillon à 0, donc plus besoin de s'arrêter en mode portillon. Ensuite je déclenche relais 1, la porte repart, même s'il y a brièvement entrée 2 qui se déclenche, la porte repart vers le mode fermeture, et dès qu'elle va atteindre la position fermée, entrée 1 s'allume. Et voilà, c'est fini. Et donc, vous pouvez ensuite imaginer autour de votre chauffage, autour de vos lumières ou autres, un tas de choses que les scénarios pourront faire, qui n'était pas possible de faire sur le V3. Voilà. Et puis le troisième point, qui est vraiment intéressant avec le V4, alors qui n'est pas inclus quand vous achetez le V4, mais c'est le potentiel que vous avez autour du V4, puisque vous avez, ce que je vous expliquais, la multitude de produits qui orbitent autour de l'IPX800 V4, qui vous donnent des capacités sans fil avec un océan, des capacités GSM, donc d'envoi de SMS, de réception de SMS, des capacités, je ne sais pas moi, de gestion plus avancée encore des relais avec des relais optocouplés, etc. Vous avez vraiment un tas de produits que vous pouvez brancher sur l'IPX800 V4, même pour la gestion de lumière avec le nouveau module dimmer, avec le petit module également de pilotage avec l'écran. Vous avez aussi le petit module avec l'écran que vous pouvez mettre dans un boîtier dans un boîtier électrique, donc pour pouvoir piloter votre IPX800. Donc vraiment un tas de fonctionnalités additionnelles que vous pouvez ajouter qui vont vraiment donner de la puissance dans votre installation domotique. Alors maintenant quelques points comme ça en vrac sur l'IPX800 V4, mes constatations, mon utilisation, ce que j'en pense, etc. Un premier point, et qui est vraiment pour moi un point vraiment mineur, je dirais, de problématique, mais qui nécessitera, je pense quand même que GCE retravaille sur la question, c'est le fonctionnement de l'interface graphique en mode responsive. Donc là ici je suis en mode de débugage Chrome responsive. Si j'essaye des périphériques standards comme un iPhone X par exemple, on voit ici que l'interface graphique, donc on voit ici, se redimensionne sur une colonne et fonctionne parfaitement. Si je passe sur un iPad, on voit à nouveau
que l'interface de l'IPX se redimensionne et passe sur 2 colonnes. Par contre, si je commence à passer en mode responsive avec des tailles d'écran un peu plus exotiques, donc ici j'ai la capacité de modifier la taille d'écran pour vérifier comment l'écran se comporte en fonction des résolutions de votre tablette, de votre PC, etc. On voit que par exemple il y a des modes où l'IPX gère parfaitement bien le responsive, il n'y a pas de souci, et des modes moi qui m'ont posé problème, en particulier sur ma tablette Windows, voilà, où on voit que les widgets se mettent en vrac. C'est pas vraiment quelque chose de gênant au quotidien, parce que j'utilise pas tant que ça l'interface graphique, et puis vous pouvez repositionner les widgets pour qu'ils se remettent bien. Mais si vraiment vous êtes dans cette configuration-là, ça va vraiment être un petit peu gênant, surtout si vous avez comme moi une tablette Windows basse résolution et un PC haute résolution. Vous ne pouvez pas trouver un mode entre les deux où ça fonctionne bien. Donc moi je conseille à GCE de retravailler un tout petit peu cette gestion du responsive. Je trouve qu'il y a vraiment quelques petits soucis sur certaines résolutions bien spécifiques. Mis à part ça, quand on reste dans un mode de fonctionnement normal, donc pas responsif, etc., sur l'écran de mon ordinateur comme vous voyez là, les widgets se positionnent bien et il n'y a pas de souci majeur. L'interface graphique est quand même aussi une grosse évolution par rapport à la V3, c'est appréciable. Elle est non seulement plus jolie, elle a une espèce de look flat qui fait plus moderne par rapport à l'IPX 800 V3 qui faisait vraiment un peu vieux, et puis elle est pratique d'utilisation, même au niveau des scénarios et des périphériques. Je pense malgré tout qu'il y a encore possibilité de faire mieux au niveau de l'ergonomie, mais un point qui est vraiment appréciable et que moi en tout cas j'ai trouvé très intéressante, c'est la partie scénario ou scène. Alors je sais pas quel est le bon nom, et il faudra que GCE décide au niveau de cette définition-là, puisque vous voyez scénario ici sur le bouton, et liste des scènes quand on rentre dans le menu, donc je ne sais pas exactement si on doit dire scénario ou scène. Toujours est-il que dans ce menu-là, eh bien c'est très ergonomique, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de grandes connaissances en termes de opérations booléennes pour les et, les ou et les non, etc., et puis action, enfin événements, action et résultats, eh bien ici vous avez quelque chose de graphique qui est finalement assez facile à prendre en main, et j'espère en tout cas que mon exemple avec la porte de garage vous a montré à quel point c'est pas si compliqué à mettre en place. Un autre point que je trouve intéressant à vous partager, la première fois que vous allez faire vos branchements électriques sur l'IPX 800, ne mettez pas immédiatement en route l'IPX 800 V4, vous faites très attention en le mettant en route. Il faudra aller dans Scénario, ici, et par défaut vous voyez que vous avez le bouton Activer oui sur les scénarios, et c'est vrai pour tous les scénarios, ou scènes. Donc si je vais par exemple dans la scène 17, vous voyez que la scène 17 par défaut elle est activée. Et alors c'est une bonne idée à la base de GCE de fournir de la scène 1 à la scène je ne sais plus combien, la scène 15, des scénarios pré-câblés, pré-configurés, qui lient des entrées avec des sorties, etc., et qui vous expliquent, via exemple, comment configurer vos scénarios. Par contre, attention, comme ils sont activés par défaut, moi par exemple sur les entrées j'ai branché des capteurs, sur les relais j'ai branché mes moteurs. La première fois que j'ai allumé l'IPX 800 V4, ça a été un grand feu d'artifice dans la maison, avec les volets roulants qui se mettent à s'ouvrir, à se fermer, la porte de garage qui se referme, qui se rouvre, etc., parce que, eh bien, les scénarios étaient pré-câblés, pré-configurés, mais pas désactivés par défaut, et c'est super anxiogène la première fois où vous mettez en route le système, parce que tout se met à se déclencher, tout se met à s'activer sans avoir de configuration initiale, ce qui fait, je vous l'avoue, un petit peu peur. J'ai recoupé le courant vite fait, parce que je croyais que j'avais mal câblé quelque chose. Un autre point assez intéressant avec l'IPX 800 V4, c'est la gestion des plages horaires, que je n'utilise pas moi personnellement, mais dont je vois très bien l'utilité, en particulier par exemple si vous voulez automatiser des tâches, donc si vous avez des routines au quotidien du genre je veux ouvrir les volets à telle heure, je veux fermer les volets à telle heure je veux démarrer le moteur de la piscine pour je sais pas quoi, recycler l'eau, etc. C'est des choses que vous pouvez mettre en place très rapidement et très efficacement dans l'interface graphique de l'IPX 800, et puis ensuite les scénarios vont prendre ça comme entrée, et puis vont pouvoir se dire, quand j'ai la plage horaire qui débute, je lance par exemple l'ouverture des volets roulants. Donc c'est quelque chose qui est intégré de base dans l'IPX 800, et qui permet très facilement d'avoir quelque chose d'automatisable, sans que ce soit complexe à mettre en place. Donc ça c'est aussi un très bon point positif du produit. Un point qui est ni négatif ni positif dans la gestion des pushs de l'IPX 800 V4 par rapport à l'IPX 800 V3, alors les pushs, qu'est-ce que c'est déjà pour faire simple? Vous pouvez avoir, par exemple, des valeurs que vous voulez envoyer vers un autre équipement. Et ça va être particulièrement vrai si, comme moi, vous considérez que l'IPX 800, dans votre installation domotique, ne peut pas être le seul produit
que vous allez y placer parce que vous avez choisi d'autres produits domotiques. Par exemple, pour mes lumières, j'aurais pu faire le choix de l'IPX800. Le problème, c'est que moi, je veux des lumières qui puissent changer de teinte, de chaleur, en tout cas de blanc, donc passer du blanc froid au blanc chaud, et il n'y a pas vraiment de solution facile à mettre en place. Alors il y a des Mi-Light, etc., mais moi je voulais quelque chose d'un peu plus standard, facile d'accès, etc. que les Mi-Light. J'ai choisi du Philips Hue, et je peux pas l'intégrer avec de l'IPX800, donc j'ai tout un écosystème dans ma domotique avec un JDOM, un pont Philips Hue et l'IPX800. C'est donc pas l'IPX800 qui est le cœur de mon installation domotique, c'est JDOM, c'est lui qui centralise vraiment l'installation domotique, et ça peut être intéressant quand vous avez plusieurs produits domotiques, de faire suivre des informations qui viennent de l'un vers l'autre. Par exemple, pour mes détecteurs d'ouverture de porte, l'IPX800 reçoit bien des capteurs ouverts, fermés, etc., et j'utilise les commandes push, donc quand il y a un changement de valeur, pour notifier à JDOM que par exemple la porte de garage vient d'être ouverte. C'était avant extrêmement facile à configurer, c'est un petit peu moins facile à faire maintenant, puisque avant, sur chaque entrée, vous pouviez avoir, lié en tout cas, l'URL de l'équipement qu'il fallait appeler pour faire la commande push. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué avec la gestion de scénario. Voilà. C'est normal aussi parce que c'est un produit qui se complexifie et donc qui est quelque part un tout petit peu plus compliqué à configurer. Mais par contre, je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas ce moyen rapide, en tout cas, de relier à une entrée une commande push comme on pouvait le faire avant, ce qui faisait vraiment gagner beaucoup de temps et ce qui est quand même un cas d'utilisation assez typique pour ce type de produit. Bon, peut-être une évolution dans le futur, en tout cas pour le moment c'est toujours possible de le faire, c'est juste que c'est une étape supplémentaire de configuration. C'est en tout cas une configuration que vous faites une fois en général quand vous câblez votre nouvelle entrée, donc c'est pas non plus quelque chose de très gênant. Enfin, un dernier point qui est pour moi un des points les plus critiques dans une installation domotique, c'est la sécurisation de l'installation domotique. Alors niveau sécurisation et l'IPX800, il n'y a pas grand chose de base inclus, si ce n'est un nom d'utilisateur, un mot de passe pour les utilisateurs standards, et en plus, si vous le souhaitez, un nom d'utilisateur, un mot de passe pour l'utilisateur de type administrateur. Donc c'est une sécurisation basique, qui est faite par en tête, j'imagine, HTTP. Pas de sécurisation niveau HTTP, donc pas de HTTPS. Donc c'est pas un produit moi que je vous conseillerais de mettre en frontal dans une installation domotique connectée à l'internet. Le fabricant conseille d'utiliser du VPN pour pouvoir se connecter de l'extérieur vers votre IPX800. Alors ça marche bien, je pense que si vous êtes professionnel, etc., c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Si maintenant vous êtes particulier, que vous avez un téléphone portable et que vous voulez ouvrir votre porte de garage via l'IPX800, je pense pas que vous allez mettre en place une solution VPN. Moi, ce que je vous conseille, c'est de passer, comme ce que je fais en tout cas, de choisir une solution domotique autre, qui est peut-être plus lourde, mais plus à même d'être en frontal sur de l'internet. Par exemple, moi j'utilise JDOM, donc une box domotique JDOM pourrait faire l'affaire. Pourquoi ? Parce que JDOM propose la possibilité d'installer des certificats SSL, donc de faire de HTTPS, permet une double authentification, si c'est quelque chose que vous voulez faire. Donc la double authentification, c'est utilisateur, mot de passe et un code qui est géré par les serveurs, alors Microsoft, Google ou le service de double authentification que vous aurez choisi, qui vous donne un code que vous devez taper pour vérifier que vous êtes bien le propriétaire, que vous êtes bien la personne qui connaît le mot de passe. Donc c'est quand même plus sécurisant. Et puis derrière, vous cachez votre IPX800, puisque une des choses que vous pouvez faire avec l'IPX800, et quelque chose dont je n'ai pas encore beaucoup évoqué, que je pourrais pas vous présenter vraiment dans le détail parce que c'est pas quelque chose de très visuel, c'est qu'un IPX800 se pilote non seulement via son interface graphique, mais aussi, et c'est pour ça qu'il est extrêmement intéressant, se pilote via des API HTTP, donc via des commandes HTTP. Vous pouvez lire les valeurs de ces entrées, mais vous pouvez aussi actionner des choses, donc actionner des relais, actionner des relais virtuels, etc. Et puis piloter l'ensemble des appareils qui sont branchés sur l'IPX800 V4. Donc voilà mon résumé concernant l'IPX800 V4. Donc c'est un produit qui est certes un peu cher dans le sens où il est à plus de 200 €, donc 238 € chez GCE Electronic, mais quand on compare par rapport au panel de produits qui peuvent exister, et surtout des solutions plus ou moins concurrentes, vous verrez rapidement que c'est pas un prix qui est élevé. Donc à 238 €, moi je vous le conseille les yeux fermés, si vous êtes dans une configuration où vous êtes dans de la construction, de la rénovation, ou
que vous êtes dans un logement sur lequel vous avez accès à votre câblage électrique. Parce qu'il va de soi que pour pouvoir utiliser un IPX 800 V4, il faut avoir accès à des câbles, que ce soit vos câbles de lumière, donc vos circuits lumière, en entrée ou en sortie, donc pour pouvoir récupérer vos interrupteurs ou pouvoir brancher vos lumières dessus, vos moteurs, si vous voulez piloter moteur de portail, moteur de porte de garage, etc., moteur de piscine pour nettoyer l'eau de la piscine, etc. Donc il faut pouvoir avoir accès aux commandes électriques de ces moteurs. De la même manière pour le chauffage, si vous voulez piloter du chauffage, etc. Donc c'est un produit qui est à destination avant tout, en tout cas, même s'il y a des possibilités de sans fil, des commandes, donc avant tout du branchement filaire, et donc il faut être dans un contexte où vous avez accès à ces commandes filaires, sinon vous allez être obligé de partir sur du sans fil, par exemple du Fibaro, etc. Mais c'est autre chose en termes de produits, c'est autre chose en termes de sécurité, et surtout c'est autre chose en termes de coût et de fiabilité. C'est le gros point sur lequel je finirai en termes de conclusion sur l'IPX 800 V4, c'est un produit qui coûte pas si cher et qui apporte surtout, et c'est le point à mon sens le plus important, une fiabilité très importante en domotique. Parce que c'est un produit qui est léger en termes d'OS, puisqu'il ne fait qu'une chose, contrairement à un JDOM, etc., qui est du Linux avec un tas de possibilités de bugger, que ce soit au niveau de la base de données, du système de fichiers, du serveur web, etc. Ici vous avez un produit qui est léger en termes de matériel et de logiciel embarqué, qui est du sur-mesure pour le logiciel, qui consomme très peu en termes d'énergie, et qui est aussi extrêmement efficace en termes de fonctionnalité, puisqu'il ne fait que ce pourquoi il est dédié. Bah, si vous voulez une installation domotique, en tout cas moi c'est ce que je veux une installation domotique qui soit la plus fiable et la plus efficace possible, et c'est typiquement le type de produit qui va répondre à ces problématiques-là. Voilà. Ensuite, vous pouvez imaginer d'autres manières de gérer votre domotique, que ce soit pour les chauffages, les lumières, les thermostats, sécurité, etc. Mais vous allez partir peut-être sur du sans fil, et le sans fil, ça dit quoi? Ça dit des problèmes de communication, la possibilité de se faire hacker, etc. Chose que vous n'aurez pas avec de l'IPX 800. Voilà, bah je pense que ça conclut le test de l'IPX 800. Probablement vous le reverrez à l'avenir, alors que ce soit pour une vidéo présentation générale de mon installation domotique, mais aussi très probablement parce que ça me dit bien d'étendre mon installation d'IPX 800 avec d'autres produits de la gamme de chez GCE pour pouvoir ajouter des fonctionnalités à mon installation domotique. Donc je vous tiendrai au courant quand ce sera le cas, puisque vous verrez des tests des prochains produits que je pourrai tester. En attendant, c'est un produit que j'ai bien apprécié, j'espère que vous aurez compris dans le détail comment il fonctionne, quelles sont ses limites, parce qu'il en a quelques-unes, mais quels sont aussi ses gros points positifs, et les sujets sur lesquels il est particulièrement à l'aise. En attendant, je vous dis à bientôt, pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir!